Bonjour à vous tous et à vous toutes. Bonjour Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs les collaborateurs. Chers collègues, je vous prie d'abord d'excuser l'absence du président Buffet que je vais remplacer modestement ce matin. Monsieur le Ministre, nous vous accueillons donc aujourd'hui pour cette audition qui s'inscrit dans le cadre des travaux d'évaluation menés par notre commission sur cette loi du 23 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France. 10 ans presque jour pour jour après la promulgation de ce texte, nos rapporteurs Christophe-André Frassa et Jean-Yves Lecomte, qui étaient déjà rapporteurs de cette loi il y a 10 ans, vont présenter leur rapport. Je crois que c'est prévu pour demain. Ils ont mené dans le cadre d'une mission d'information plusieurs auditions pour déterminer si les dispositifs mis en place en 2013 s'avèrent effectifs et surtout garantissent dans des conditions satisfaisantes la représentation de nos compatriotes établis hors de France. Alors, je crois que cette audition a été programmée un petit peu plus tôt, mais qui a dû être décalée, donc elle intervient à la fin de notre processus d'évaluation. C'est l'occasion pour vous de nous présenter à titre liminaire un panorama de la mise en œuvre de cette loi, en marquant selon vous ses succès, mais sans éluder bien entendu les difficultés d'application qui peuvent se rencontrer et le cas échéant, les voies d'amélioration. Et à la suite de votre propos liminaire, Monsieur le Ministre, je laisserai la parole à nos deux rapporteurs qui auront des questions à vous poser et ensuite à nos collègues qui sont dans la salle et qui souhaiteraient prendre la parole. Donc je vous laisse le micro, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs. D'abord, permettez-moi de m'excuser de n'avoir pu venir avant devant votre commission. Voilà, mais je suis sûr que vous comprendrez que c'était pour la bonne cause, puisque ce sont les déplacements très réguliers, pour ne pas dire incessants, que je fais à l'étranger. Je dois en être pas loin du 40e pays depuis ma nomination le 4 juillet dernier. Voilà, et donc cela me permet aussi d'être au plus proche de nos compatriotes, les Français de l'étranger, dont l'objectif de la loi du 22 juillet 2013 était bien de renforcer le service à travers leur représentation. D'abord qu'il me soit permis ici, si vous me le permettez, de remercier la sénatrice Hélène Conway-Mouret. Nous lui devons cette loi lorsqu'elle était à ma place ministre déléguée aux Français de l'étranger en 2013, mais nous la devons aussi à certains d'entre vous, dont les rapporteurs de cette mission d'information, les sénateurs Frassa et Lecomte, qui siégeaient déjà dans cette assemblée et qui ont eu à cœur d'en améliorer les dispositions dans le cadre des débats parlementaires. Je pense notamment aux améliorations qui ont été apportées par voie d'amendement dans deux autres lois, celles de 2019 et de 2020, sur lesquelles nous reviendrons. Je vous disais que j'ai eu la chance, le privilège, l'honneur de pouvoir rencontrer nos compatriotes dans près de 40 pays depuis le début de ma prise de fonction, avec chaque fois des échanges privilégiés, évidemment, avec les conseillers des Français de l'étranger. J'ai pu en rencontrer un peu plus de 150 depuis un an dans leur pays. Et ce sont évidemment des échanges qui m'ont fortement nourri. Ce que j'en retire, c'est un premier constat, c'est que les Français de l'étranger sont dans leur grande majorité des compatriotes heureux et passionnés, fiers de leur parcours, de leur vie, de leurs engagements, mais ce sont aussi évidemment des compatriotes qui ont des attentes et des exigences fortes vis-à-vis de l'État et des actions évidemment qui l'engagent à leur égard. J'ai eu l'occasion lors des deux dernières sessions de l'Assemblée des Français de l'étranger de parler d'amour et de preuve d'amour. Je dis souvent, il faut démontrer, ben oui, parce qu'il faut démontrer à nos compatriotes que même s'ils sont loin des yeux, ils ne sont pas loin du cœur. Voilà, donc après les discours d'amour viennent les preuves. Et les preuves, évidemment, c'est la déclinaison de l'ensemble des engagements que nous avons pris au cours de ce mandat vis-à-vis de nos compatriotes, que ce soit la dématérialisation de l'état civil, des procurations, la dématérialisation du renouvellement des passeports, que ce soit également sous le biais du pass culture ou du pass éducation, que ce soit par
le vote par Internet, que ce soit sur la résidence de repli ou encore la reconnaissance des entrepreneurs français de l'étranger. Si vous voulez, ce sont les différents chantiers sur lesquels je me suis engagé. Et je rajouterai évidemment un chantier important puisque nous en ferons le rendu le 3 juillet prochain. C'est celui de la consultation sur l'avenir de l'enseignement français à l'étranger, avec un réseau extraordinaire de 567 établissements que je visite aussi au gré de mes déplacements, qui offrent des conditions souvent incroyables aux enfants de nos compatriotes, et pas seulement, qui participent aussi au rayonnement de la France en accueillant l'élite du pays. Et nous souhaitons évidemment pouvoir doubler les effectifs à l'horizon 2030. Je rappelle que le contexte dans lequel on s'inscrit, c'est aussi celui du réarmement du ministère des Affaires étrangères. Après 30 années de diète, les moyens sont aujourd'hui à nouveau à la hausse, avec des crédits en hausse de 20% d'ici à 2007 pour les porter à 7,9 milliards d'euros et 700 ETP supplémentaires qui permettent aussi, et nous avons démarré dès cette année, le réarmement de nos consulats pour là aussi accroître ce service de proximité qui est évidemment la première brique sur laquelle l'on place les services publics pour les Français de l'étranger. Alors, pour venir au cœur du sujet, la relation évidemment entre les administrations et les élus, je devrais dire que la relation de confiance, évidemment, entre l'administration et les élus des Français de l'étranger est cruciale. Et c'est évidemment un lien qui se tisse au quotidien. Si vous voulez, on peut écrire ce qu'on veut dans la loi. C'est d'abord le rapport humain qu'il y a au quotidien entre les élus et l'administration consulaire qui permet de bâtir cette confiance. Évidemment, la loi a permis de fixer un cadre avec évidemment le respect mutuel des personnes et des prérogatives de chacun. Dans l'immense majorité des cas, je pense que la complémentarité qui a été établie prévaut. Et je n'ai pas rencontré, si vous voulez, dans mes différentes missions, de cas où il y avait, je sais qu'on m'en a rapporté, mais ce n'est pas dans les pays dans lesquels j'étais, quelques tensions effectivement entre les conseillers des Français de l'étranger et les consuls sur place, mais globalement partout où je suis passé, la satisfaction, si vous voulez, de part et d'autre prévaut aujourd'hui à partir du moment où chacun effectivement est bien dans ses compétences, ce qui me semble être une bonne chose. Les conseillers des Français de l'étranger qui président désormais les conseils consulaires sont associés très en amont et le respect notamment de l'ordre protocolaire est généralement lui aussi de cours dans l'ensemble des relations, des cérémonies, etc., auxquelles les conseillers sont associés. Je m'efforce aussi, au niveau qui est le mien, d'associer les conseillers des Français de l'étranger, notamment ceux qui siègent à l'Assemblée des Français de l'étranger. J'ai saisi dans le cadre de l'article 12 de la loi de 2013 l'Assemblée des Français de l'étranger sur des sujets d'ordre culturel et éducatif lors de la dernière session. Je crois que c'était la première fois depuis 2013 qu'il était fait application de cet article. Voilà. Et évidemment, j'accorde à cette Assemblée le plus grand respect et surtout un rôle prééminent dans la conduite des politiques qui est le mien, dans leur rôle de conseil qui est le leur. Et je pense que cette complémentarité ici entre l'AFE et le ministère c'est plutôt bien déroulé ou se déroule plutôt bien. Voilà. J'ai aussi renforcé la sollicitation des élus sur des groupes de travail et sur des consultations nationales. Je me suis engagé pour que les résolutions adoptées par l'AFE reçoivent toutes
une réponse. Les instructions que j'ai données, c'est 100% des consultations et des recommandations reçoivent une réponse. J'ai également fait en sorte que l'on puisse avoir un dialogue, si vous voulez, tout au long de l'année, que ce ne soit pas simplement sur les sessions. Donc nous sommes donné des rendez-vous hors session, notamment avec la présidente et le bureau de l'AFE pour faire un suivi des différentes recommandations et des différentes recommandations qui sont faites par, enfin, les résolutions et les recommandations qui sont faites par l'Assemblée. Et je me suis également engagé, je le fais maintenant systématiquement, d'ailleurs ce sont les 2 dernières sessions auxquelles j'ai participé en tant que ministre, à ne pas faire simplement la première journée de la session, on va dire inaugurale, mais je reviens également à la fin de la session pour consacrer plusieurs heures, d'abord à entendre les recommandations et les conseils de l'Assemblée et à engager un dialogue sur celle-ci en disant voilà ce que je m'engage d'ores et déjà à reprendre à mon compte et ce qui me semble plus compliqué, en expliquant aussi pédagogiquement pourquoi est-ce que certaines choses peuvent paraître compliquées compte tenu des contraintes propres que nous avons. Dans l'ordre des marques d'attention et de reconnaissance, je me suis aussi engagé à faire évoluer le régime indemnitaire des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger. Je ne doute pas qu'on y reviendra, mais je trouvais important que l'on puisse réévaluer ce régime indemnitaire qui ne l'avait pas été depuis près de 10 années, alors que les indemnités des élus locaux comme nationaux étaient indexés sur le point fonction publique qui lui avait été réévalué. L'indemnité des conseillers des Français de l'étranger n'étant pas indexée sur le point, forcément elle n'avait pas été réévaluée. Et je me suis engagé également à ce que l'on fasse évoluer la prise en charge, notamment des frais de déplacement. Si vous voulez, on pourra y revenir dans le cœur du débat, mais je veux laisser un peu plus de temps, évidemment, aux questions-réponses. En ce qui concerne les élections partielles, notamment législatives, je me félicite que l'on ait pu essayer de résoudre les différentes contraintes que nous avons rencontrées avec le vote par Internet. Là aussi, si vous voulez, je pourrais y revenir parce que nous avons eu des obstacles techniques importants qui ne dépendent pas de nous, qui ne dépendent pas de l'administration, mais qui dépendent des opérateurs locaux de téléphonie dans les différents pays dans lesquels les circonscriptions sont situées. Et donc nous avons, pour essayer de sécuriser ce vote par Internet et surtout la transmission des codes et mots de passe aux électeurs, mis en place un système de substitution qui, je pense, a donné satisfaction et qui a permis à la quasi-totalité des personnes qui se sont retrouvées bloqués par les problèmes d'opérateurs, eh bien, de trouver une réponse et de pouvoir voter. Voilà. Globalement, je pense que la loi du 22 juillet 2013 a été un succès. En tout cas, elle a été plébiscitée, si vous voulez, à la fois par les conseillers des Français de l'étranger et par les conseillers siégeant à l'Assemblée des Français de l'étranger. Elle est aussi on va dire saluée par les différents consuls que j'ai pu rencontrer sur le terrain, qui considèrent que son application est aujourd'hui fluide, qu'on pourrait bien sûr apporter encore quelques améliorations ici et là, mais que globalement ça a permis à la fois une meilleure représentation des Français de l'étranger, une meilleure considération de leurs élus et surtout une plus grande proximité entre nos compatriotes à l'étranger et leurs élus, les représentants, que ce soit sur les circonscriptions ou à l'Assemblée des Français de l'étranger. Et donc je voudrais évidemment pour cela en remercier le législateur. Merci. Merci, Monsieur le Ministre, pour cette présentation. Je vais laisser la parole à nos 2 rapporteurs qui souhaitent intervenir en premier. Monsieur Frassa.
Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur le Ministre. Il est vrai que on a tous entendu vos prises de parole depuis votre entrée en fonction, et c'est vrai que votre phrase a fait le tour du monde, c'est qu'à de le dire chez nous, sur l'amour et l'épreuve d'amour. Mais j'y reviendrai plus tard. C'est vrai que 10 ans après son entrée en vigueur, cette loi a fait ses preuves. Elle était saluée et attendue, je crois, on peut le dire aujourd'hui, sur tous les bancs et parmi tous les groupes politiques, que ce soit à l'Assemblée ou au Sénat, puisque nous attendions une modification, d'une part, du collège électoral pour l'élection des sénateurs, et surtout une plus grande proximité pour nos compatriotes dans l'exercice du mandat local de la représentation des Français de l'étranger. Et sur ces 2 points, la loi a répondu à ces 2 objectifs. C'est la 3e fois qu'on fait cet exercice de bilan. Nous avions voulu le faire 1 an après l'entrée en vigueur pour tirer un premier enseignement de l'élection de 2014 et des sénatoriales de 2014 sur le plan de la mécanique électorale et de l'entrée en vigueur des conseils consulaires. Nous avions fait un 2e exercice sur ce qui pouvait être amélioré à l'aune des élections de 2020, puis reporté à 2021. Et nous voici maintenant sur ce qui peut être, j'allais dire, la grande révision des 10 ans d'application de cette loi. Alors, c'est vrai que sur l'essentiel, cette loi a bien tenu. Elle a tenu ses promesses. Nous sommes aujourd'hui avec des élus qui sont beaucoup plus proches de nos compatriotes. Nous avons des conseils consulaires qui, on va dire, sur l'ensemble, excusez-moi parce que je sentais quelque chose qui vibrait mais je ne savais pas quoi, c'était moi. Nous sommes aujourd'hui avec des conseils consulaires qui sont, j'allais dire, vraiment en prise avec le quotidien des communautés qu'ils représentent. Et sur le mécanisme de l'élection sénatoriale, je brosse, je veux dire, jusqu'au bout les dispositifs de la loi, ça a fonctionné en 2014, en 2017, en 2021. Ça a bien fonctionné puisque, j'allais dire, elles se sont déroulées correctement à chaque fois. Il y a quand même un système qui, à mon avis, ne nous convainc pas globalement, je veux dire tous, c'est le rôle dévolu à l'AFE. Je pense qu'on s'est arrêté au milieu du gué, à mi-chemin. L'AFE, l'Assemblée des Français de l'étranger, n'a pas réussi à trouver dans ce dispositif sa place. Et je pense que c'est dès le départ qu'il y avait un problème, j'allais dire, de conception de la loi de 2013. C'est que, sans doute, dès 2013, il y avait une volonté, peut-être dans le gouvernement de l'époque, de ne pas donner sa place à l'AFE, ou en tout cas de lui retirer sa place. Et nous avons bataillé, je veux dire, nous-mêmes dans l'opposition à l'époque, sans doute le rapporteur de l'époque, qui pourra peut-être le dire, pour que l'Assemblée des Français de l'étranger conserve sa place. Et sans doute en voulant batailler pour qu'elle conserve sa place, on ne lui a pas conservé toutes ses attributions. Et aujourd'hui, l'Assemblée des Français de l'étranger n'a pas toutes ses attributions, je dirais, entre les conseils consulaires, qui sont des assemblées locales, et le Parlement, qui est l'échelon national de la représentation des Français de l'étranger. Et ce qui pourrait s'apparenter logiquement à un conseil régional que pourrait jouer l'Assemblée des Français de l'étranger manque encore de prérogatives. Et c'est là, sans doute, si nous devions tirer un bilan, qu'il y a un renforcement des prérogatives à mettre j'allais dire, en lumière et sur lesquels nous souhaitons faire des propositions. Voilà les propos liminaires que je voulais faire. Et dernier point, vous parliez de rapport humain. C'est vrai que là aussi, peut-être,
on est dans un mandat qui repose beaucoup, et à mon sens peut-être beaucoup trop, contrairement aux rapports qui sont peut-être plus codifiés et peut-être beaucoup plus rentrés dans les mœurs, parce que la tradition est beaucoup plus ancienne entre les élus locaux et le corps préfectoral. Mais c'est vrai qu'entre le corps consulaire, le corps diplomatique et les élus consulaires, c'est essentiellement un rapport humain. Et là où ça se passe bien, ça se passe très bien, mais là où finalement, j'allais dire, par manque de culture, de relation d'un diplomate ou d'un consul général avec des élus, et ça, je pense que c'est uniquement, j'allais dire, un travail culturel qu'il faut faire. On pourra améliorer les textes autant qu'on le veut, on pourra mettre autant de, j'allais dire, d'instructions, de circulaires, mais peut-être que c'est un module de préparation qu'il faudrait prévoir avant, j'allais dire, un départ en poste. Peut-être que c'est, j'allais dire, quelque chose qui doit se préparer dans tous les circuits avant qu'un chef de poste, qu'il soit ambassadeur ou consul général, parte en mission pour prendre ses fonctions. C'est peut-être ça qu'il faut prévoir, j'allais dire, dans tout le circuit que font les futurs chefs de poste. C'est peut-être ça qu'il faut prévoir, c'est-à-dire leur apprendre ce que sont ces personnages qu'ils vont rencontrer, que l'on appelle les conseillers des Français de l'étranger, pour leur dire que ce ne sont pas des adversaires, que ce ne sont pas des empêcheurs de tourner en rond, mais que ce sont, à l'instar de ce que sont les élus locaux sur le terrain, des interlocuteurs, quelquefois des interlocuteurs privilégiés. Voilà. Donc, je voulais juste, en propos liminaire, parler de ces quelques points. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur Frassa. Monsieur Lecomte. Oui, merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Ministre. Comme le disait Christophe, la loi de 2013 qui a mis en place une grande proximité entre les élus d'une part et les Français de l'étranger a représenté un progrès avec la situation précédente où nous avions moins de 50 circonscriptions et des circonscriptions qui parfois regroupaient plus de 20 pays. Maintenant, nous avons 130 circonscriptions, 443 élus consulaires et c'est effectivement un progrès dans la proximité, même si parfois certains expriment un certain nombre de regrets justement de cette représentation à deux niveaux qui convient à certains qui finalement sont très contents de faire de l'action locale et de ne pas aller à Paris, mais d'autres qui considèrent que voilà, cette représentation à deux niveaux est parfois un peu frustrante et ne met pas l'ensemble des élus à égalité face à l'administration, à la capacité d'obtenir des questions, d'obtenir des réponses à leurs questions, d'obtenir un soutien. Je ferai quelques remarques générales sur la situation et les conséquences de cette loi. D'abord, sur en 2000, l'un des grosses avancées de la loi de 2013, au-delà de cette proximité et des 130 circonscriptions, c'était d'avoir un président élu par les membres de l'Assemblée des Français à l'étranger. Et pour avoir été vice-président dans la phase précédente de l'Assemblée, nous nous appuyions beaucoup sur le ministre des Affaires étrangères pour finalement l'ensemble du fonctionnement de cette Assemblée et l'organisation de nos sessions. Et le fait est que nous devons constater que oui, maintenant il y a un président de l'Assemblée des Français à l'étranger, mais les moyens qui sont dévolus par le ministère des Affaires étrangères à l'Assemblée sont bien inférieurs aujourd'hui à ce qu'ils étaient à l'époque. Le secrétariat général de l'Assemblée était un secrétariat général dédié qui ne faisait que ça tout au long de l'année et qui avait un certain nombre d'administrateurs qui accompagnaient l'ensemble des commissions pour leurs travaux. Nous n'avons plus ça. Nous avons un secrétariat général qui est réduit à un minimum avec des personnes qui sont dedans, qui ont d'autres fonctions au sein de la DFE. Et la première question que l'on doit vous poser, c'est comment sortir de cette situation qui finalement empêche l'Assemblée des Français de l'étranger d'avoir une activité et de préparer les sessions tout au long de l'année. Et comment aussi faire en sorte que cette Assemblée puisse avoir un secrétariat général en propre et qui soit autonome dans la manière qu'elle soit autonome dans la manière de décider d'utiliser son budget.
Et donc la question est de savoir si c'est la bonne place et les bons moyens que nous avons aujourd'hui pour l'Assemblée des Français de l'étranger. Deuxième série de remarques, vous avez évoqué la question des indemnités et nous partageons votre préoccupation. Est-ce que vous considérez, compte tenu de ce que vous voulez faire évoluer, qu'en ce qui concerne par exemple les élus à l'Assemblée des Français de l'étranger, il y a besoin d'une modification législative ou est-ce que c'est simplement de la responsabilité du ministère des Affaires étrangères que de modifier les choses, sachant que la loi réduit finalement la capacité d'indemnisation des élus à l'Assemblée des Français de l'étranger à des remboursements de frais, mais certainement pas à une indemnité qui serait liée aux responsabilités qu'il pourrait avoir localement. Donc, est-ce que vous avez un changement législatif sur ce point? Autre remarque sur les conseillers des Français de l'étranger et les circonscriptions électorales, nous avons pu voir un certain nombre de tensions parfois ou d'incompréhension lorsque nous avons des circonscriptions électorales qui ne sont pas similaires aux circonscriptions consulaires ou qui évoluent. Lorsque les circonscriptions électorales regroupent plusieurs circonscriptions consulaires, ou lorsque vous avez des circonscriptions consulaires qui ont été modifiées et qui dépassent les circonscriptions électorales. Est-ce que vous considérez que la situation, ce qui est aujourd'hui dans la loi et la pratique de la DFAE, correspondent à ce qui est souhaité, ou est-ce qu'il faudrait des évolutions et des évolutions législatives sur ce point? Voilà pour cette partie de remarques. Concernant les élections, nous avons pu constater un certain nombre de fois des besoins d'un comité de propagande. Nous avons constaté que la DFE considérait que c'était compliqué et ça n'était pas mis en œuvre. Toutefois, nous constatons, compte tenu d'un certain nombre de publications qui sont produites par les candidats, qu'il serait utile qu'il y ait néanmoins un comité de propagande. Est-ce que vous pouvez y être favorable, même si nous comprenons les difficultés qu'il peut y avoir à mettre ça en place dans 130 circonscriptions d'un coup. Sur les questions électorales, compte tenu des 3 annulations sur 11 circonscriptions l'année dernière pour les élections législatives, est-ce que vous considérez que la loi actuelle est satisfaisante en matière de vote électronique ou faudrait-il mettre des dispositions complémentaires ou est-ce que c'était simple? Est-ce que vous mettez finalement l'ensemble des annulations sur le dos technique des prestataires ou est-ce qu'il y aurait des évolutions à faire sur le plan législatif? Sur les compétences de l'AFE qu'évoquait Christophe, nous avons un certain nombre de points et vous savez parfaitement les tensions qu'il peut y avoir en particulier et les frustrations qu'il peut y avoir sur le dispositif de soutien au tissu associatif français à l'étranger entre les conseillers consulaires, l'AFE et la DFAE, et vous en êtes plusieurs fois témoin. Est-ce que vous seriez favorable à ce que sur ce sujet, mais aussi sur les bourses scolaires ou sur l'action sociale, des compétences particulières soient données en propre ou en liaison avec les administrations concernées pour non seulement faire des propositions, mais réellement avoir une compétence d'attribution. Est-ce que vous pensez que finalement, dans la ligne de ce qu'a dit Christophe, 10 ans après une loi qui a fait de la proximité, il serait quand même temps de donner quelques compétences aux élus sur des sujets sur lesquels ils peuvent apporter quelque chose? Et enfin, puisque je voudrais conclure avec quelque chose qui n'est pas dans la loi, mais qui est une pratique de l'organisation administrative depuis, en fait, un petit peu avant la loi, c'est-à-dire l'existence d'un ministre ou d'un secrétaire d'État chargé des Français de l'étranger, qui est l'interlocuteur privilégié des élus des Français de l'étranger, mais sur lequel nous devons constater que vous n'avez pas la tutelle de votre administration. Vous avez une administration qui est sous la responsabilité du ministère des Affaires étrangères et qui est mise à votre disposition pour vos fonctions. Mais lorsque vous échangez avec des élus et que vous voyez que les questions d'enveloppe de bourse scolaire, d'enveloppe pour revaloriser compte tenu de l'hyperinflation dans un certain nombre de pays, l'action sociale, lorsque vous vous déplacez en Espagne et que vous voyez la situation de la MLF, ne regrettez-vous pas finalement de ne pas avoir directement sous votre direction une direction des Français de l'étranger qui pourrait opérer directement les choses plutôt que de dépendre du ministre des Affaires étrangères? Cette pratique qui existe depuis plus de 10 ans finalement met un espèce de voile entre le ministre qui est décisionnaire et les élus locaux. Et comment est-ce que vous vivez cela?
Merci, Monsieur le comte. Voilà, Monsieur le ministre, une première bonne série de questions. Je vous laisse la parole pour répondre. Merci, merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, d'abord, pour répondre à Monsieur le sénateur Frassa, je suis entièrement d'accord avec vous. Le vrai sujet, c'est ce que je disais en entame, peut-être de manière un peu provocante, mais on le sait bien, j'ai moi-même été parlementaire. On peut écrire ce qu'on veut dans la loi. Derrière, c'est le rapport humain qui fait l'application. On peut avoir la meilleure loi du monde, si derrière les gens ne mettent pas la meilleure volonté du monde à l'application du meilleur texte du monde, on n'arrivera pas à la solution optimale. Et donc c'est bien la raison pour laquelle moi je souhaite, et je le dis, alors encore une fois, hein, j'ai fait une quarantaine de pays, je n'ai pas vu tous les pays du monde. Globalement, quand je discute avec les consuls et avec les conseillers des Français de l'étranger, j'ai l'impression que les choses se passent bien, en bonne harmonie. Il y a des contre-exemples, il y a toujours des contre-exemples. C'est la raison pour laquelle je partage votre sentiment que il faut sensibiliser les consuls au rôle qu'occupent les conseillers des Français de l'étranger. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, lors des journées consulaires qui se tiennent, d'ailleurs, je crois, cette semaine à Paris, demain, nous faisons ces sessions de sensibilisation. Et je crois que moi-même, je m'exprimerai devant les consuls et je le dis à chaque fois qu'il est important, évidemment, de bien traiter. J'étais moi-même élu local, élu de proximité, je le suis d'ailleurs toujours, ça doit faire un peu plus de 22 ans, donc je suis très attaché à la considération évidemment portée par chacun, au rôle évidemment des gens qui sont élus au sein de la République par leurs concitoyens. Et je le fais de la même manière au sein de l'AFE. Je pense que là encore, on peut... alors, je ne sais pas si on peut ouvrir le débat, si vous voulez, la question de savoir est-ce qu'on doit donner à l'AFE des compétences qu'aujourd'hui elle n'a pas, en gros des compétences qui ne soient pas des compétences de conseil, de résolution, de recommandation, mais des compétences décisionnaires. Si on le fait, ça veut dire que on établit une étape, si vous voulez, une instance intermédiaire, et il faut regarder à quel niveau elle se situe et sur quelles compétences elle va empiéter. Je prends un exemple qui vous concerne directement. Nous avons parfois de la part des élus de l'AFE des demandes qui relèvent de la compétence de contrôle. Non pas d'information, mais de contrôle des services. Bon. Cette compétence de contrôle, elle appartient aux assemblées parlementaires. Et à elles seules. Si vous voulez, c'est la Constitution elle-même qui le définit. Ce sont les assemblées parlementaires qui contrôlent l'administration, bon, qui est responsable devant l'Assemblée nationale, etc. Enfin, bon, ouais, à travers le gouvernement. Si on donne à l'Assemblée des Français de l'étranger des compétences de contrôle, alors comment s'exerce-t-elle par rapport aux assemblées parlementaires, aux chambres? Bon. De la même manière, si on lui donne des capacités décisionnaires sur un certain nombre de dossiers, alors comment est-ce que tout ça s'agrège d'un point de vue juridique avec des compétences qui peuvent être celles du gouvernement, c'est-à-dire de l'administration? Bon. Nous ne sommes pas dans le même schéma parce que aussi les représentations des Français de l'étranger ne sont pas des collectivités publiques dans le schéma de l'article 72 qui permet une dévolution
à travers notamment la décentralisation ou autre de telles compétences. Donc ça ouvre, si vous voulez, un débat juridique auquel moi je ne suis pas fermé par essence, mais voilà, qui nécessite quand même de regarder voilà, sur qui on va aller prendre ces compétences, comment ça peut s'articuler avec notre logique juridique constitutionnelle de dévolution de compétences, qui aujourd'hui se fait par la décentralisation ou la déconcentration, hein, mais avec toujours des pouvoirs qui sont responsables in fine, qui sont contrôlés dans le cadre de mécanismes constitutionnels. Voilà, donc je pense qu'il faut le regarder. De la même manière, quand on parle de la question des indemnités de l'Assemblée des Français de l'étranger, moi j'ai dit je veux réévaluer les indemnités des conseillers des Français de l'étranger. Le mandat à l'Assemblée des Français de l'étranger est un mandat bénévole qui est compensé par la prise en charge des frais de déplacement, d'hébergement, de restauration, etc. Bon. Si j'instaure une indemnité, j'ai eu ce débat avec les membres de l'Assemblée, si j'instaure une indemnité propre pour cette Assemblée, qui, je rappelle, n'est pas une assemblée dans le même cadre que celle qu'on trouve dans l'article 72 de la Constitution, c'est d'une collectivité publique. Alors, j'ouvre également le débat sur les assemblées dans lesquelles siègent les parlementaires, sur les représentations dans les organisations internationales. L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, de l'OCDE, de l'OSCE, etc., sur lesquels les mandats sont bénévoles. Bon. Et donc, voilà, ça ouvre un débat. Pourquoi est-ce qu'un élu qui siège, un conseiller des Français de l'étranger qui siégerait à l'AFE serait indemnisé avec une indemnité propre sur son mandat de l'AFE, en plus de son mandat de conseiller des Français de l'étranger, alors qu'un parlementaire qui siège par exemple à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe ne touche pas un euro de plus, hormis ses frais de déplacement, de restauration, etc., qui sont pris en charge. Donc ça ouvre ces questions-là. En revanche, et je m'y suis engagé aussi, je souhaite actualiser le forfait qui couvre les déplacements des conseillers siégeant à l'AFE, la mise en place également d'un système d'avance, parce que là on a un vrai sujet sur des gens qui sont obligés de se déplacer avec en plus l'augmentation des prix des billets d'avion lorsqu'ils viennent de l'autre bout du monde, le prix du billet d'avion, et je ne parle même pas de classe voilà, business, première ou autre, mais même en économique, le prix du billet d'avion peut parfois dépasser plusieurs milliers d'euros. Bon. Aller-retour, et donc c'est sur la trésorerie personnelle des élus, pour le coup, que l'avance doit être faite, et ça ne me semble pas correct vis-à-vis des élus, parce que ça peut représenter un obstacle à l'exercice du mandat. Des gens disent moi j'ai pas 2000 euros à avancer comme ça pour me rendre à l'AFE, sachant qu'après il faut souvent, avec la production des factures et autres, encore plusieurs semaines avant qu'elles ne soient remboursées. Voilà, et j'ai ouvert le débat aussi sur la question de la prise en compte des frais réels. Voilà, puisque tout ça, ce sont des forfaits, donc il faut qu'on regarde comment est-ce qu'on peut les prendre en charge. Bon. Sur la question des circonscriptions électorales, monsieur le sénateur Lecomte, objectivement, je n'ai pas d'opinion tranchée là-dessus, parce que ce problème n'est jamais remonté jusqu'à moi. En un an, personne ne m'a dit on a des problèmes de superposition de circonscriptions électorales. Donc je suis tout à fait prêt à le travailler avec vous. Mais il y a le Paraguay, il y a chaque fois qu'on modifie, ça remonte au moins jusqu'à la DFAE et parfois même au Conseil d'État. Mais il y a eu des difficultés et il y a des questions qui sont aussi posées lorsque vous décidez, ce qui est de la compétence, de changer les frontières d'une circonscription consulaire, alors que c'est elles qui définissent les circonscriptions électorales. Oui, mais je
je suis prêt à travailler avec ça, enfin sur ce sujet, mais j'ai pas pour l'instant, j'ai pas été saisi de problématiques ni par les élus sur le terrain, si vous voulez, ni par l'administration en disant on a un sujet sur ces circonscriptions électorales. En ce qui concerne les élections, les comités de propagande, l'idée en fait, votre idée ce serait d'avoir un comité de propagande national qui jugerait. Bon. Puisque déjà, toutes les professions de foi remontent au ministère, à la DFAE, pour être mises en ligne. Donc, l'idée était, et c'est pas une nouveauté, puisqu'on l'avait déjà préconisé dans la mission d'information que nous avions menée en 2019-2020, en amont des élections consulaires de 2020. Donc, c'est vraiment d'avoir cette commission de propagande qui fasse, j'allais dire, un travail comme celle qui est placée auprès des préfectures. Tout à fait, avec un magistrat qui... bon. La problématique, si vous voulez, c'est que on a décentralisé les magistrats justement auprès des préfectures pour pouvoir juger généralement dans une préfecture d'une dizaine de circonscriptions. Voilà, bon. Là, ça voudrait dire qu'au niveau national, on aurait 443... pardon ? Ah oui, sur les 130 circonscriptions. Oui, sur les 130 circonscriptions. 130 circonscriptions. Oui, ça fait quand même... ça fait beaucoup. Bon. Pour 443 élus. Bon. Donc, il faut regarder ça. Je sais que l'administration considère que c'est très compliqué à organiser et que ça peut ralentir du coup le processus alors que les délais sont déjà très courts. Ça éviterait par exemple des élections partielles. Oui, mais enfin, j'en suis pas sûr. J'en suis pas sûr parce que d'un point de vue juridique, ayant été moi-même magistrat dans une vie antérieure, si vous voulez, là où elles ont été annulées parce que quelqu'un se faisait valoir d'un soutien qu'il n'avait pas, je ne suis pas certain qu'au niveau de la commission de propagande, le magistrat soit investi des pouvoirs qui lui permettent de rejeter. Voilà, il me semble que l'examen que nous faisons dans les commissions de propagande, c'est un examen formel. C'est-à-dire que on va regarder si voilà, ce sont les bonnes couleurs, le bon format, etc. Et oui, c'est ça, l'application du code électoral. Et on ne rentre pas sur le fond de l'élection, c'est-à-dire est-ce que un message peut être considéré comme trompeur et a pu influencer, voilà, parce que ça c'est malheureusement une compétence du juge du fond qui se fait a posteriori de l'élection. Donc si vous voulez, je ne suis pas sûr que ça règle d'un point de vue juridique la problématique que l'on met sur la table. Mais je peux regarder ça. Je n'en suis malheureusement pas certain. Sur le vote par Internet, alors je me permets juste une petite rectification. On a certes eu 3 annulations, mais 2 seulement sont imputables au vote par Internet. La 3e élection législative a été annulée pour des questions justement relatives au fond et non pas à la forme de la campagne, ou en tout cas de l'élection. Sur les 2 annulations que nous avons eues, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, ce n'est pas l'organisation du système et ce n'est pas le prestataire lui-même qui est responsable. La problématique, c'est que lorsque l'on envoie par SMS le code qui permet ensuite, avec l'identifiant, de rentrer dans le système et de voter, nous dépendons, comme si maintenant je vous envoie un SMS en direct, de l'opérateur téléphonique. Bon. Il y a des pays où les choses fonctionnent très bien, et il y a des pays, parce que le monde est vaste,
où malheureusement nous n'avons pas la même performance dans l'envoi de nos SMS. Alors, il y a des choses qui peuvent être... Et en plus, il y a des pays qui peuvent même bloquer un certain nombre d'envois. Alors, il faut qu'on fasse attention aux envois en nombre, il faut qu'on recalibre un peu les choses, etc. Mais enfin, il y a des pays où les SMS se perdent, où les moyens de communication ne sont pas suffisamment bons. Nous avons demandé, j'ai demandé d'ailleurs personnellement, à ce qu'on puisse passer par d'autres systèmes. J'ai demandé l'étude notamment de WhatsApp, Signal, etc. Et le problème, c'est que l'ANSSI ne m'a pas validé ces processus parce qu'il considère que ce n'est pas assez sécurisé. Voilà. Et donc, voilà, j'ai voulu, y compris pour les élections partielles, modifier le système et dire, écoutez, on ne va pas repartir avec les mêmes problématiques. Il faut qu'on trouve, alors soit on envoie tout par mail avec 2 mails différents, soit on envoie par une messagerie sécurisée, voilà, et Dieu sait qu'il y en a quand même quelques-unes sur Internet, mais les 2 moyens ont été rejetés par l'ANSSI au titre justement de la sécurité et donc de la fiabilité du vote et de la sincérité du vote. Voilà, sur ce point, voilà. Monsieur le ministre, quand on a passé à la question ordinaire et extraordinaire, nos interlocuteurs, que ce soit président du bureau de vote électronique et les prestataires, il y a eu 2 annulations d'élections législatives pour des motifs liés donc à la technologie, dirons-nous. Mais quand on pousse un peu le raisonnement, on peut voir que on aurait pu annuler les 11 circonscriptions parce que le système n'a pas marché dans l'ensemble des 11 circonscriptions. Et en fait, si nous avions eu des mauvais coucheurs parmi les électeurs dans les 11 circonscriptions, nous aurions pu avoir les 11 annulations parce que la 3e annulation, elle était sur le fond, mais elle aurait très bien pu aussi être sur cette forme-là. Et il est là le souci. Et j'entends bien j'allais dire, les récriminations de l'ANSSI sur les systèmes WhatsApp ou Signal. Mais il arrive un moment où est-ce qu'il faut être toujours dans un couloir de sécurisation ultra serré ou est-ce qu'on cherche à avoir un système qui fonctionne? Parce que WhatsApp, bon, une fois que les gens de Meta auront vu passer nos codes, pour reprendre une expression qu'ils utilisent eux-mêmes, so what, il est là l'enjeu. Est-ce qu'on prend à chaque fois le risque qu'une partie des électeurs ne puisse pas avoir l'ensemble des clés pour voter et être conforme aux recommandations de l'ANSSI en tout point, ou est-ce qu'on prend un risque, somme toute, mesuré, calculé, et permettre à nos compatriotes à l'étranger d'accéder à un vote dont on fête cette année les 20 ans de la mise en pratique aussi, puisque c'était en 2003 la première loi que l'on doit à notre ancien collègue Robert Del Pica d'accès au vote électronique. Parce qu'aujourd'hui, le vote électronique n'est pas un facteur d'encouragement, mais on se rend compte que tout simplement les Français qui ont prévu d'aller voter votent par électronique. Et donc, il n'encourage pas à voter plus, mais il est juste un moyen de voter. Alors, quand on regarde tout de même les chiffres, on se rend compte que la mise en place du vote électronique a quand même permis d'accroître les taux de participation par rapport au vote à l'urne. Donc, c'est une bonne chose. Alors, pas de 50%, hein, mais voilà. Mais dans un monde normal, il aurait dû. Voilà. Pour la démocratie, c'est toujours ça de gagner et c'est réconfortant. Je partage évidemment votre sentiment que en matière de cybersécurité, aucun système ne vous donne une garantie à 100%. Si vous voulez, les plus grands spécialistes aujourd'hui de la cybersécurité vous disent la garantie à 100% n'existe pas. Pourquoi ? Parce que la technologie, si vous voulez, c'est le combat permanent de l'épée et du bouclier. Lorsque le bouclier avance, l'épée avance en parallèle et on trouvera toujours à un moment ou à un autre la possibilité de mettre une faille dans le système. Bon. Le sujet, il est bien juridique. Puisque c'est le Conseil constitutionnel qui, à la fin des fins, décide.
nous avons aujourd'hui tiré des leçons de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, le fait qu'il fallait mettre des solutions de sécurité parallèles que nous avons mis en place avec le centre d'appel qui permet pour toutes les personnes qui n'auraient pas reçu soit l'identifiant, soit le code, soit les deux, de pouvoir l'avoir dans les temps nécessaires pour voter. Et je remercie les équipes de la DFAE qui l'ont mis en place et à en croire les usagers, cela a très bien fonctionné pour la plus grande satisfaction de ceux qui ont eu recours. Si j'avais pris le risque sur les élections législatives partielles de dire je fais fi de l'avis de l'ANSSI et je confie à Meta, en admettant que j'ai eu le temps de faire les marchés publics, etc., nécessaires pour, sans violer dans les délais qui nous étaient donnés pour organiser les élections, nos propres codes, je ne suis pas sûr que le Conseil constitutionnel ne m'aurait pas dit en disant, attendez, vous avez confié à un opérateur extérieur en violation d'une recommandation de l'ANSSI, donc vous avez introduit un biais de sécurité, etc. Bon, voilà. Donc, je crois qu'il va falloir peut-être avoir ce discours et cette discussion avec le juge de l'élection aussi, pour savoir, et avec le législateur, pour savoir finalement quelle est la... Voilà. C'est pour ça que je pose la question de cette manière-là. Mais vous avez raison. Il y a les aspects techniques tout à fait. Qui relèvent de votre discussion du marché public, et après il y a l'aspect pratique. Il y a les contraintes législatives et le cadre législatif qui, effectivement, peut, le cas échéant, évoluer pour tenir compte pour éviter qu'on se retrouve dans une situation d'annulation. C'est ça. Si vous voulez, là, pour avoir été aux manettes quand il a fallu prendre les décisions, et si vous voulez, la première recommandation qu'on m'a faite, c'est de dire, écoutez, si vous voulez éviter les problèmes, pas de vote par Internet. Voilà, donc que du vote à l'urne. J'ai dit, non mais ça, c'est inacceptable, on ne peut pas faire ça. Ce serait un retour en arrière qui ne serait pas compris et qui engendrerait en plus des baisses de participation très, très fortes. Bon. Voilà, on m'a dit, à partir de là, vous avez le choix entre des solutions qui ne sont pas idéales et il faut choisir la moins mauvaise. Bon, voilà, on a choisi la moins mauvaise. Mais la moins mauvaise, dans le temps, elle peut évoluer. Elle peut être différente. Et je suis tout à fait ouvert à ce qu'on puisse avoir ce dialogue qui, encore une fois, fait appel à des considérations techniques, de sécurité, dont je ne suis moi-même pas un spécialiste. Voilà. Donc, si vous voulez, moi, je crois à un moment ou un autre ce que les spécialistes du domaine me disent en essayant de le concilier avec l'aspect pratique auxquels nos concitoyens sont en droit, évidemment, d'attendre la meilleure solution. Un mot sur le staff, ainsi que sur les bourses scolaires. Vous avez attiré mon attention en disant, est-ce qu'on pourrait le faire passer d'une compétence de proposition à une compétence d'attribution ? Alors, j'y vois quand même deux sujets. Le premier, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un sujet juridique de compétence. C'est-à-dire que, en gros, je ne sais pas comment ça pourrait s'appeler, ce n'est pas de la décentralisation, une sorte de dévolution, voilà, mais je pense qu'en droit, aujourd'hui, ça n'existe pas. Voilà. Oui, mais ça veut dire qu'il faut reconnaître les Français de l'étranger, comme une collectivité publique. Bon, ce qui pour l'instant n'a pas été le cas, et ça nécessiterait vraisemblablement de modifier l'article 72 de la Constitution. Donc, je pense que ça c'est la première question et non la moindre. La deuxième, il faudrait regarder. Alors, vous allez dire la décentralisation montre que ça peut parfaitement marcher. Mais quand même, sur des petits montants, des petits volumes, comment est-ce qu'on arriverait à ne pas créer des disparités, si vous voulez, entre différentes circonscriptions consulaires ? Bon.
comment est-ce que je répartis mes 2 millions d'euros d'enveloppe staff? Est-ce que je répartis le même montant? Est-ce que je répartis au prorata du nombre de personnes vivantes, qui n'est pas nécessairement le même prorata du nombre d'associations? Et ce qui pourrait amener, in fine, à écarter des projets faute de moyens, là où il y en a, pour privilégier d'autres enveloppes sur des projets qui sont peut-être moins importants, ou en tout cas moins nombreux que sur d'autres circonscriptions. Pareil sur les bourses scolaires. Et sur les bourses scolaires, ça veut dire qu'il faut que je décentralise mon budget. Si je le fais par circonscription, si je donne au conseil consulaire la possibilité de voter les bourses. Voilà, donc, si vous voulez, je comprends le principe qui part pour l'élu local que je fus et que je reste un principe qui me semble honorable, mais à la fois dans l'application constitutionnelle, juridique et pratique, je ne suis pas sûr qu'on arrive à une situation qui soit une situation optimale. Voilà. Et enfin, en ce qui concerne la question de l'administration, de la tutelle de la DFAE, d'abord, le ministre en charge des Français de l'étranger est un ministre délégué. Donc, il est lui-même sous la tutelle, si vous voulez, du ministre, là en l'occurrence, de l'Europe et des Affaires étrangères. Bon. Donc, ce principe-là s'oppose, là encore une fois juridiquement, à ce qu'il puisse avoir une autorité hiérarchique directe en dehors de la tutelle. Bon. Ça, si vous voulez, c'est sur le principe du droit. Sur le principe politique, je dois dire que depuis ma nomination le 4 juillet dernier, je n'ai rencontré aucune difficulté, d'aucune nature que ce soit, avec ma ministre, en l'occurrence Madame Colonna, ainsi que son cabinet, et nous avons toujours pris les décisions lorsqu'elles devaient être prises ensemble et en bonne intelligence. Si vous voulez, il n'y a jamais eu de conflit où à un moment le ministre délégué aurait dit moi je souhaite faire ça et la ministre dire on ne fait pas ça, on va faire autrement. Voilà. Là encore, si vous voulez, c'est l'application de ce qu'on disait tout à l'heure, le principe humain, des relations humaines. Voilà. Ça marche très bien, nous avons une très bonne relation humaine. Voilà. Et quand il y a des décisions compliquées à prendre, ça a été le cas notamment sur la question du vote par Internet, où il fallait faire des choix, nous les avons pris ensemble et en bonne intelligence et de concert. Voilà. De sorte que votre proposition de dire qu'il faudrait instituer une tutelle du ministre en charge des Français de l'étranger sur la DFAE, une tutelle directe qui serait différente de celle du ministre de plein exercice, pour l'instant ne me semble pas pertinente ni sur le plan juridique ni sur le plan politique. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Frassa, je pense que vous j'avais juste, intervenir parce que sur je pense un autre qu'on a point. bientôt terminé, donc sans vouloir rallonger nos débats, moi je voulais juste rebondir sur ce que vous avez dit, Monsieur le Ministre, en faisant tout à l'heure le parallèle entre les élus de l'AFE et les élus des institutions comme l'AP-OTAN, la PCE, l'OSCE ou l'APF. Pour siéger dans l'une de celles-ci, j'y suis nommé par mes pairs et non pas élu. Ce qui est la différence des élus de l'AFE qui sont élus par leurs pairs pour siéger à l'AFE. Ce qui serait peut-être intéressant, c'est de passer à la proposition qui était celle du Sénat dans sa lecture il y a 10 ans, c'est que les deux élections soient conjointes et qu'on n'ait pas une élection à double détente comme nous l'avons aujourd'hui. Nous avions eu un petit bras de fer il y a 10 ans, c'était de faire au même moment, c'est-à-dire le même jour, l'élection consulaire dans les conseils consulaires et l'élection à l'AFE, avec un système de fléchage comme on a aujourd'hui dans pour les métropoles, etc. Je pense que 10 ans après, on est tous rodés
aux élections dans les métropoles et que, à part demander un peu plus d'organisation en amont et d'organisation le jour du dépouillement, on pourrait faire cela. Mais ça entraîne aussi autre chose, c'est-à-dire que ça entraîne aussi un peu plus de moyens. Et là où je peux vous rejoindre, c'est que le mandat à la métropole, c'est-à-dire à l'AFE, entraîne forcément un défraiement, c'est-à-dire, dans ce cas-là, aux frais réels, ce qui serait peut-être mieux que ce défraiement forfaitaire qui a lieu aujourd'hui, mais par contre, une véritable révision, j'allais dire, des indemnités de ces conseillers aujourd'hui. Parce que, pour prendre deux exemples, quand vous êtes élu des Français de la circonscription de Téhéran ou de Nairobi, deux circonscriptions qui comportent plusieurs pays. Vous n'avez absolument pas les moyens aujourd'hui d'aller à la rencontre de vos électeurs quand vous êtes dans une circonscription qui recouvre plusieurs pays. Et c'est pas avec l'indemnité qu'on donne que n'importe quel élu, qu'il soit le président du conseil consulaire ou les autres élus, d'aller tout simplement aux différents conseils d'établissement auxquels ils sont régulièrement invités, parce que cette indemnité qui leur est donnée, ne leur permet absolument pas de faire le moindre déplacement. Donc ça nécessite une véritable revalorisation de l'indemnité pour accomplir tout simplement le mandat. Et là-dessus, je reprends une des casquettes, puisque nous avons tous les deux une autre casquette qui est celle du membre du groupe d'études du Sénat sur le statut et le rôle des élus. Il y a eu des propositions faites sur le statut des élus des Français de l'étranger, et dans les propositions, sans les dévoiler, vous les recevrez forcément parmi les premiers, Monsieur le Ministre, mais que nous ferons dans ce bilan. Je pense que un statut des élus nécessiterait une revalorisation du mandat des conseillers des Français de l'étranger pour leur donner les moyens d'exercice du mandat dans leur circonscription, quelle qu'elle soit. Parce que même si la circonscription n'est pas de plusieurs pays, elle est quelquefois, et je prends les États-Unis, de plusieurs États qui font, pour certaines circonscriptions, la moitié de l'Europe. Voilà. Et là aussi, il faut leur donner les moyens d'aller à la rencontre de leurs électeurs et de rendre compte de leur mandat. Voilà. Monsieur Lecomte. Oui, très rapidement, un tout petit complément, et j'insisterai sur un point. Le petit complément, c'est par rapport à ce que vient de dire Christophe, c'est qu'il y a une revendication qui s'exprime depuis longtemps, c'est la question des passeports de service, qui permettrait, dans ces circonscriptions, justement, d'éviter d'avoir à payer parfois des visas pour se déplacer d'un pays à l'autre, qui sont supérieurs à l'indemnité. Je pense effectivement aux élus d'Afrique de l'Est ou d'Asie centrale. Mais je note, Monsieur le Ministre, pour vous demander de nous faire une réponse un peu complémentaire sur les questions des moyens de l'AFE en tant que tel et du secrétariat général. Je pense que ça, c'est un sujet majeur. On a une assemblée qui n'a aujourd'hui plus les moyens d'agir, alors que 10 ans avant la loi de 2013, il y avait des moyens d'agir. Et le fait que finalement, il y a un délitement de l'engagement du ministère des Affaires étrangères sur le fonctionnement de l'AFE. Ça, c'est indéniable. Et donc, que ce soit... quelles sont vos propositions? Nous pourrons peut-être en faire sur le plan législatif, mais quelles sont vos propositions pour revenir à une situation où l'AFE a un secrétaire général de plein exercice et en continu? Monsieur le Ministre, vous souhaitez répondre? Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, plusieurs choses. D'abord, parce que je pense que ça peut être intégré d'ailleurs à vos propositions, sur les frais réels. Il faut changer la loi. Il faut changer la loi parce que ça ne pourra être fait que par modification législative, puisque justement, le remboursement au forfait est prévu par la loi de 2013. Voilà. Non, oui, je ne sais pas si on peut le faire par la loi de finances, mais enfin, il faudra... il faut en réalité modifier la loi de 2013, puisque c'est elle qui prévoit justement le forfait. Sur la question du mandat,
lui-même de conseiller des Français de l'étranger. Il y a quand même une possibilité, c'est-à-dire que si vous dépassez, donc là on n'est pas pour l'AFE, on est pour les conseillers des Français de l'étranger, si vous dépassez 60% de votre indemnité en dépenses justement de déplacement pour aller à la rencontre de vos compatriotes, vous pouvez le donner, là pour le coup, demander le remboursement des frais occasionnés par ces déplacements. Cette possibilité en réalité n'est suivie que par un conseiller des Français de l'étranger en tout à ce stade, et donc il faut que les élus se saisissent de cette possibilité. Moi j'y suis tout à fait favorable. On ne le rappellera jamais assez, la démocratie n'a pas de prix, mais elle a un coût. Voilà, et ce coût, il est évident qu'il faut le payer. Voilà, et c'est parfaitement légitime. Voilà, je pense que même la question du statut, voilà, des élus, on en discute depuis tellement longtemps, y compris pour le statut des élus locaux. Il serait bien qu'un jour nous puissions aboutir à quelque chose qui soit formalisé dans un débat tout à fait transparent avec nos concitoyens. Mais lorsqu'on sert la République, il est normal évidemment que l'on soit respecté et que les frais que l'on engage puissent être remboursés. En ce qui concerne les élections aussi, parce que ça c'est la loi aussi qui peut le changer. On parlait des élections qui avaient été annulées à la suite sur les élections des conseillers consulaires, d'une fausse information donnée sur la propagande en matière de soutien. On pourrait prévoir par exemple des peines d'inéligibilité pour les personnes qui se livreraient à de telles pratiques, ce qui éviterait qu'on soit obligé de rejouer l'élection, et que lorsqu'on rejoue l'élection, eh bien les mêmes personnes puissent se représenter et commettre les mêmes turpitudes qui avaient conduit à l'annulation de l'élection précédente. Il faut bien à un moment ou un autre voilà, mettre un haut là. Alors, sur le secrétariat général de l'AFE, bon, je pense que tout cela est aussi dû à la question des moyens internes du ministère qui n'ont fait que baisser au cours de ces dernières décennies. Je m'engage à ce que l'on puisse regarder la chose de près avec la ministre pour voir s'il est possible, dans le cadre du réarmement du ministère, de consacrer une personne au secrétariat général de l'AFE pour faire en sorte que voilà, on ait une gestion, on va dire, permanente du service, sachant que nous devons aussi optimiser les moyens et que donc il faut regarder par rapport à la charge de travail que cela induit en temps agent, voilà, si la charge est nécessitée ou pas. Voilà, mais en tout cas, moi, je suis très attaché à ce que l'Assemblée des Français de l'étranger ait les moyens de fonctionner. Évidemment, son secrétariat général est une pierre angulaire, et j'en ai discuté, voilà, il y a de cela encore quelques mois avec la présidente de l'Assemblée. Merci, Monsieur le Ministre. Alors peut-être un mot pour conclure. Il y a des élections sénatoriales dans quelques mois. Vous nous assurez que tout se passera bien, que tous les moyens seront mis, qu'il n'y a pas de défaut électronique. Alors, si vous voulez, je ne me risquerai jamais à dire que la chose est garantie à 100% pour exactement les mêmes raisons que j'ai énoncées tout à l'heure, parce que je pense que voilà, la garantie à 100% n'existe pas, mais je peux vous garantir à 100% que nous mettrons toute l'énergie et les moyens pour faire en sorte que ces élections se déroulent sans accroc. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, messieurs les rapporteurs, et bonne journée à vous tous. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Mesdames et Messieurs les sénateurs.